moi je suis très content que vous intéressiez à nos... Malheureusement, je ne peux pas remonter très très loin dans l'arbre généalogique, parce que ça aurait été intéressant, mais vous le faites vous. Alors voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que tu me parles de tes souvenirs, de ce qui remonte le plus loin possible, y compris si tu as, je sais que tu me dis que tes arrière-grands-parents, tu ne les as pas connus, mais peut-être que tu sais d'où ils venaient, ou d'avant, je ne sais pas. Est-ce qu'ils venaient de Pologne, de Hongrie, du Maghreb? Non, le Maghreb, non. Mais ce que je peux te dire, c'est que mes grands-parents paternels vivaient en Pologne depuis plusieurs générations. Malheureusement, je ne sais pas de combien de générations. Et ça, c'est du côté de mon père. Et alors, est-ce que tu te souviens, pas du côté évidemment est-ce que tu te souviens des noms ou pas? Ou alors tu te souviens où tu les as peut-être, on t'en a peut-être jamais parlé. Non, on a dû m'en parler, c'est certain. Mais je peux te dire que par exemple, mon grand-père, du côté paternel, vivait près de Cracovie, dans une petite ville qui s'appelait Komarniki, et il était rabbin, mais il avait un petit commerce, un genre d'épicerie. Ça, c'était du côté de mon père. Si tu veux, on va rester un petit peu du côté de mon père avant de parler du côté de ma mère. Et mon grand-père... Je parle des grands-parents, de mes grands-parents du côté de mon père. D'accord. Parce que du côté de ma mère, ils étaient d'un autre pays. Et donc, il faisait son commerce, ce petit commerce, comme il y avait dans les petites villes. Il était, j'ai vu ses photos, mais ces gens ne se laissaient pas tellement photographier. Mais j'ai quand même la photo de mon grand-père, qui avait une barbe, tu vois, comme on portait dans le temps. Et mon grand-père avait 4 fils et 2 filles. Et donc à cette époque, tu sais, malheureusement, les parents, comme il n'y avait pas beaucoup d'avenir dans ces pays, les parents essayaient de faire partir leurs enfants. Ce qui était très triste parce qu'ils savaient qu'ils avaient peu de choses de les revoir. Donc mon père a eu 2 sœurs. Une est partie aux États-Unis et une autre fille qui s'appelait Blima, que tu as dû connaître, c'était maintenant, qui était la plus jeune. Et il y avait donc, il a eu la malchance de perdre à la guerre 14-18, il a perdu 3 fils, mon père. Et, donc il n'avait plus de frères. Ton père n'avait plus de frères. Il n'avait plus de frères, et seulement mon grand-père avait beaucoup d'autorité, était très respecté par ses enfants, ce qui n'est pas à l'heure actuelle, ce qui n'a aucun rapport avec ces nouvelles générations, la vôtre par exemple. Mon père... je répondrai pas devant la caméra. Mon père avait non seulement un respect, mais quand son père lui disait quelque chose, il n'y avait aucune contestation, il suivait, et je te dirai par la suite pourquoi, comment je le sais. D'abord, il y avait une forte correspondance en yiddish de mon père envers son père, mais je vais refaire un petit tour en arrière en disant
comment mon père, donc mon père est Juste né en une chose, 1998. juste une chose. Tu m'as parlé de la tante Teichmann, enfin là. Donc, tu m'as dit que elle avait une sœur qui, enfin, ton père avait une sœur qui était partie aux États-Unis. Est-ce que tu as gardé des... Oui, absolument. J'ai même eu une correspondance, pas avec elle, mon père correspondait avec elle, mais après la guerre, j'ai eu particulièrement une correspondance avec une de ses filles, qui était d'ailleurs professeure de français, donc ça me permettait, moi, d'avoir une correspondance, et nous écrivions en français. Mais c'est fini, il n'y a plus de... On a perdu le contact. Alors pour revenir, donc, quand mon père, qui est né en 1998, je crois que... Ah oui. Donc mon père est né en 1998. Donc mon grand-père, voyant qu'il lui restait qu'un seul fils, et il a eu peur de le perdre aussi à cette guerre, lui a conseillé, et je te dis qu'un conseil de mon grand-père, c'était comme un ordre, il lui a dit de partir, parce que leur pays, c'était limitrophe à 3 frontières. Pologne, hein. Pologne. Alors il y avait l'Autriche et il y avait la Hongrie. Et comme mon grand-père et mon père aussi étaient très pieux, il l'a envoyé dans un endroit en Hongrie, c'est près de la frontière tchécoslovaque, une ville qui s'appelle Châteauroux-Huelny. L'accent hongrois, je ne l'ai pas, mais par la suite, je te raconterai que j'ai eu une occasion d'y aller. Donc, il est arrivé dans cette ville, et quand un juif se déplaçait dans une autre ville ou dans un autre pays, comment allait-il, où allait-il? Première des choses, il allait dans la communauté, il allait à la synagogue. Et à la synagogue, oui, mais moins parce que les choses ont évolué quand même. Imagine, à cette époque, il y a en 1914 ou 15, ça fait déjà presque un siècle. Donc, il est arrivé dans une synagogue, et tu sais, moi j'ai connu ça aussi, quand mon père allait à la synagogue, quand un étranger arrivait, nous avons des traditions. Première des choses, quand un étranger arrivait, on l'emmenait à la maison, Donc, j'imagine des choses, il est arrivé, et quand on lui pose la question, d'où viens-tu, qui es-tu, parce que là-bas tu donnes ton nom, tes antécédents, tu as beau être dans un autre pays, mais on te connaît plus ou moins. Et il est arrivé dans cette ville où il est arrivé, c'était une ville très, très juive, parce que c'était une toute petite ville, mais il y avait 17 000 juifs qui habitaient dans cette toute petite ville, et c'était une ville très très pieuse parce qu'il y avait là-bas des grands rabbinim et de renommée, je dirais, mondiale. On venait les voir pour des conseils, on venait les voir, des gens allaient comme, je ne sais pas, il n'y a pas tellement ici des rabbins chez qui on va... Il y en a, mais je vais te dire, nous on ne fréquente pas, mais il y en a. Oui, moins. Et donc, il est arrivé donc, dans cette ville, et là, donc, il a dit qui il était, d'où il venait, et bon, il a atterri chez un dénommé Moshe Weinberger, et ce dénommé Moshe Weinberger avait une fille, et cette fille c'était ma mère. Ils ont fait connaissance,
et je dirais même plus que connaissance. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés et en 1920... Le prénom de ta mère, Esther. Ils se sont mariés avec ma mère, Oui. Esther. Et en 1920, a naquit ma grande sœur, Marguerite, qui malheureusement a été déportée, mais elle est née en 1920, en septembre 1920. Et mon grand-père avait une entreprise de transport, mais de transport de Tokai. Tokai est un vin d'une spécialité hongroise à cet endroit. Ça existe encore. Et ça existe toujours. Mais à cette époque, c'était certainement, il n'y avait pas le développement des vins de tous les pays, et surtout dans cette contrée-là. Et donc, il y avait cette entreprise. Il y avait cette entreprise, et donc, je te dis, mon père, ils se sont mariés. Un mariage comme on se faisait à cette époque, c'était un mariage religieux, évidemment, puisqu'il n'y a que ces mariages qui se faisaient chez les Juifs. Et, il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas de mairie, ça n'existait pas. Et donc, naquit Marguerite. Et 2 ans plus tard, toujours au mois de septembre, c'est le 13 septembre, est née Olga. Ça, c'était donc en 1922. Bon, mon père a fait là-bas des boulots. Je pense qu'il travaillait avec son beau-père, mais les situations étaient très difficiles. Et ils ont décidé qu'il fallait qu'ils partent pour essayer, l'avenir était très bouché dans ces pays, et qu'ils partent. Les conseils de son père, de mon père, c'est-à-dire de mon grand-père, étaient qu'il essaye d'aller en France. Mais en France, il y avait un chômage, donc on n'accordait pas des visas pour des étrangers. Mon père, qui était donc de nationalité polonaise, avait un avantage, c'est qu'il était, donc, comme je te disais, polonais, et les Polonais étaient et on demandait en France des Polonais pour travailler dans les mines. Les Polonais étaient des bons mineurs, et donc il a obtenu un visa en 1924 pour venir travailler en France dans les mines. Et entre-temps, il avait semé la petite graine, et moi j'étais dans le ventre de ma mère. Donc il est venu en 1924, et moi en 1924, en novembre, mon père qui était en France, dans les mines, moi j'étais dans le ventre de ma mère, et je suis né le 20 novembre 1924. Donc, et mon père... En Hongrie, en Hongrie. En Hongrie, toujours dans cette ville, Chartrevelli, qui était une ville sainte qu'ils appelaient, et pour les Juifs. Et donc, il est venu en France, il a travaillé dans les mines, il a fait son contrat, et entre-temps, il a appris qu'il avait un fils qui était né là-bas. Donc il correspondait avec ma mère, et ma mère, un jour, elle a décidé, sans prévenir mon père, elle a pris ses 3 enfants, et elle a pris le train. Et vous savez, à cette époque, faire un voyage, Hongrie, Paris, c'était pas comme maintenant. C'était un grand chemin. Et donc, je vous passe quand elle nous raconte comment, dans le train, des problèmes qu'elle a pu avoir. Paraît-il que moi, j'étais entre autres malade. Et elle est arrivée, il y avait une station
je crois que c'était par l'Allemagne, où arrivait un vendeur de sandwich, de café, de thé, de café, je ne sais pas, de thé, enfin, et passait dans le train. Et donc, elle a pris pour ses 300 francs, elle leur a pris, je ne sais pas si c'est une brioche, un bout de pain ou je ne sais quoi. Et donc, quand il lui a présenté la note, ce vendeur ambulant, lui a présenté la note, alors elle a voulu payer, c'était des peng. Des peng, c'était de la monnaie hongroise. Et le type lui a dit, mais on ne prend pas cet argent. Et donc il lui a repris, il a repris aux enfants ce qu'il avait pris. Et ma mère a commencé à pleurer, et il y avait un monsieur dans le train qui a dit au vendeur ambulant, rendez tout à madame, et il a payé. Et ma mère, elle la racontait bien après, parce qu'elle avait été très, très émue de cette gentillesse. C'était pas quelque chose de très très courant. Et donc, je raconte cette petite histoire pour le dire. Bon, elle est arrivée, mon père. Alors, combien de temps, un voyage comme ça a duré combien de temps? Très longtemps, parce que c'était des gens d'omnibus. Donc c'est plusieurs jours, j'imagine. Comment? J'imagine, oui. Et alors, ils dormaient où? 2 jours. On dormait dans le train, on ne dormait pas. Et il n'y avait pas des couchettes, tu sais, on était... c'était pas des au moins 2 jours, au moins 2 jours. C'était pas des trains comme vous connaissez. Parce que les trains, même il n'y a pas longtemps, il y avait encore des premières, deuxième et troisième classes. Et les troisième classes, c'était des banquettes en bois, tu vois. Mais ben là, peu importe, c'était pas là le problème. Et donc, elle était arrivée entre-temps. Mon père avait fini son contrat dans les mines. Et il avait trouvé un logement, un petit logement, une chambre de bonne, au Bourget. C'était une chambre, me raconte ma mère, minuscule, mais les gens n'étaient pas très exigeants et ils étaient contents d'avoir ça. Et mon père me racontait aussi que pour ne pas dépenser d'argent, il achetait des nourritures les moins chères possibles et il faisait chauffer ça sur une lampe à alcool. Alors, pour revenir, donc ma mère est arrivée au Bourget, donc elle avait l'adresse puisqu'elle correspondait. Et quand elle est arrivée, elle s'est adressée à la concierge qui l'a fait monter dans cette chambre de bonne. Quand mon père est arrivé du travail, elle lui a dit vous avez un colis chez vous là-haut. Mon père parlait déjà un petit peu le français, parce que il avait quand même, il parlait le yiddish, le polonais, l'allemand, mais il ne parlait pas le français, il n'a pas été dans une école française, évidemment. Et quand il est arrivé, la surprise, eh bien, il a eu ses 3 enfants et sa femme, qu'il a retrouvés. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et il y avait toujours en France une crise très très importante. Il y avait un chômage, un fort chômage. Mais mon père, entre-temps, quand il a quitté dans les mines, cherchait du travail. Il était difficile, d'abord parce qu'on n'accordait pas des papiers de travail que pour des professions où il y avait de la demande. Quand il y avait du chômage, on n'accordait pas de papier de travail. Donc uniquement pour certaines professions. Uniquement pour certaines professions, telles que les mines, entre autres. Et, à cette époque, mon père me raconte comment il a trouvé, il allait de porte en porte, de portail en portail, et il disait, vous, parce qu'il ne parlait pas le français, vous travaillez pour moi, vous travaillez pour moi. Mais les gens secouaient la tête, ils comprenaient ce qu'ils cherchaient, et secouaient la tête et ne trouvaient pas. Et un jour, il rentre donc il pousse un portail et il dit « Vous travaillez pour moi ». Et le patron de cette maison sort
et commence à lui demander quelle langue il parle. Alors il commence à lui demander, et mon père, le français, c'était très, très limite. Il avait appris juste quelques mots. Et parce que dans les mines, il parlait polonais. Et donc il lui demande, dans plusieurs langues, il dit, sprechen Sie Deutsch? Alors là, mon père il parlait l'allemand dans ces pays-là, l'allemand, puisque c'était des pays, des frontières limitrophes, il parlait parfaitement l'allemand. Et il lui dit... et ils parlaient tous le polonais aussi, et le polonais, l'hongrois, le tchécoslovaque, toutes ces langues, le russe, il savait parler tout ça. Il parlait le russe? Oui, oui. Oui, parce que c'était des langues un peu... il parlait... bon, mais ça... il parlait surtout le yiddish. Il correspondait d'ailleurs avec sa sœur en Amérique, avec ses parents, et aussi avec ses beaux-parents. Le yiddish, c'était la langue où un juif parlait. Donc, où j'en étais que il lui demande, sprechen Sie Deutsch, donc il parlait l'allemand, et il lui a expliqué ce qu'il cherchait. Alors, cet entrepreneur, ce patron, était au Bourget et avait une entreprise de carrelage. Une entreprise de carrelage, c'est-à-dire des wagons arrivaient de les pays, ce que je sais, si c'est d'Italie ou d'autres pays, des wagons entiers de carrelage, et il fallait décharger ces carrelages et les répertorier, les mettre, je ne sais pas, hein, j'imagine, par catégorie, par couleur ou par qualité. Par taille et par couleur, ça rappelle quelque chose. Et donc, mon père était très heureux d'avoir, il lui a donné du travail, et il a commencé, il avait une voiture, ce patron, mon père. Il avait donc une voiture, et d'abord, il lui a demandé s'il me lavait la voiture. J'imagine que mon père était très, très serviable, et était tellement heureux d'avoir quelqu'un avec qui parler, parce qu'ils ont parlé ensemble, puisqu'ils parlaient l'allemand. Et d'où il venait cet homme? C'était un Français. C'était un Français. C'était un Français, mais qui... cultivé. Tu sais, oui, cultivé. Cultivé, mais les gens, c'est pas qu'ils parlaient plusieurs langues, les gens. Enfin, l'allemand, ils parlaient. Oui, il est tombé sur quelqu'un qui parlait l'allemand. Et donc, il me raconte qu'il lui a lavé la voiture, et l'autre était très émerveillé de la façon dont mon père s'appliquait beaucoup. Parce que mon père était très maniaque. Il était tellement maniaque qu'il racontait, il avait toujours un chiffon dans la poche. Ses chaussures, il fallait qu'elles soient impeccables. Parce que, dites-vous qu'avant, vous n'aviez pas des chaussées et des routes asphaltées, surtout dans les pays où ils étaient. Alors quand il arrivait dans un village, première des choses, il prenait son chiffon et il se dépoussiérait sa chaussure. Il fallait être présentable. Et donc, il était maniaque, il lui a fait une voiture, et l'autre était très reconnaissant. Enfin, je ne sais pas s'il était reconnaissant, mais enfin, il l'a engagé à son travail. Il l'a engagé à son travail, mon père était content d'avoir trouvé quelque chose, et pouvoir vivre, parce que, comme tu imagines, il n'avait pas de capitaux. Il n'avait pas de capitaux, et il fallait donc qu'il vive de son travail. Et donc, il déchargeait ses camions, ses wagons de carrelage. Et quand donc je reviens à ma mère, quand elle est arrivée, ils étaient très heureux. Ils avaient une chambre, ils étaient ensemble, ils étaient enfin réunis au bout de tant d'années. Ils n'en espéraient pas plus. Bon, mais ma mère me raconte que l'hiver, quand il rentrait de... Donc ça, c'était en quelle année quand elle les a rejoints? En 1925. Donc toi, tu avais un an. Même pas.
Je suis né en France, j'avais 8 mois. Je suis né en 25 mois, puisque je suis né en 24 au mois de novembre. Et donc, lui travaillait, mais ma mère me raconte que quand il rentrait l'hiver, il avait les mains en sang. Parce que quand il déchargeait le carrelage, aujourd'hui, tu vois, pour n'importe quel travaux, on oblige les ouvriers à avoir des gants. Hein? Bon, là, à cette époque, il leur venait même pas l'idée d'avoir des gants. Mais peu importe, il était très heureux, il travaillait, il gagnait de quoi acheter un peu de pain et de quoi nourrir sa femme et ses enfants. C'était très heureux de ces retrouvailles. Mais malheureusement, il a perdu son travail. Et dis-moi, quand ta mère était en Hongrie, avec ses enfants, de quoi elle vivait? Elle vivait avec ses parents? Elle vivait avec mes grands-parents. Mon grand-père était un notable. Pour moi, il était un notable. Il avait quand même une petite entreprise, puisqu'il était transporteur d'autocaille. Ah oui, excuse-moi. Puisque ma mère me disait, quand elle allait à l'école, mon grand-père, soit l'accompagnait, soit la faisait accompagner en calèche. Hein, c'était... Bon voilà, excuse-moi, c'était une non, mais moi je suis très content que vous intéressiez à nos... Malheureusement, je ne peux pas remonter très très loin dans l'arbre généalogique, parce que ça aurait été intéressant, mais vous le faites, vous, moi, Olga et moi, nous n'avons pas eu je dirais l'intelligence et la curiosité, bien que ma mère nous racontait son enfance, mais nous n'avons pas été chercher aussi loin. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Alors donc, de façon à ce que ça ne se perde pas entièrement, c'est très bien que vous remontiez au moins à mes grands-parents. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Écoute, donc elle est venue avec ses enfants, ton père était heureux de les retrouver, et voilà, et puis ça c'était en 25, alors qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il a changé de travail? Est-ce que... Oui, il a perdu son travail. Ta mère n'a jamais travaillé? Ma mère n'a jamais travaillé. Voilà. Il a perdu son travail, mais il fallait bien vivre. Alors, il avait décidé de faire un peu du porte-à-porte. Et il vendait des lacets, du cirage. Et ça, c'était pas, j'imagine que c'était pas quelque chose qui devait beaucoup l'enrichir. Donc, mais il fallait quand même un petit peu, ne serait-ce que pour avoir du pain pour ses enfants. Et donc, et ma mère lui a dit, écoute, on devrait évoluer un peu plus, faire marchand ambulant, avoir... et d'abord, je dois dire que quand il est arrivé donc au Bourget après, il y avait quand même une petite communauté. Parce que, tu sais, ne pas arriver avec la langue, être tout seul, ne pas avoir de famille, ne pas avoir de connaissances, heureusement, il y avait une petite communauté. Justement, est-ce que les gens s'entraidaient un peu? Ils s'entraidaient, oui, parce que les gens, quand même, venaient de plus ou moins d'autres, des pays de l'Est. Comment ils s'entraidaient? Ils s'entraidaient, ne serait-ce que par parler, ne serait-ce que, je ne sais pas s'ils les aidaient pécuniairement, peut-être, je n'en sais rien. Et donc ton père, il parlait quand même un peu mieux le français après? Il baragouinait. Il baragouinait. Et ta mère, quand elle est arrivée, elle ne parlait pas du tout. Elle parlait pas du tout. Pas du tout. Non seulement ça, mais elle ne parlait pas le polonais non plus. Par contre, elle parlait l'allemand. Parce que là-bas, dans les écoles, on parlait l'allemand et l'hongrois.
Mon père parlait, donc je te répète, l'hongrois, le tchèque, le russe, le polonais. Mais et tes sœurs, parce que toi, à 1 an, tu peut-être parlais pas, peut-être. Non, moi je pleurais en hongrois. Tu pleurais en hongrois, mais donc tes Bon, sœurs, c'était hongrois. petit. Ouais, non, bien mais sûr. comprends. On parlait le Si hongrois, moi j'avais peut-être le yiddish. 6 mois, j'avais 8 mois, on parlait l'hongrois, parce que 6 mois, j'avais 8 mois, ma sœur aînée, elle avait 4 ans de plus. Ah oui, elle parlait déjà. Elle parlait déjà. Ma sœur Olga, elle avait 2 ans de plus que moi. Nous avions 2 ans d'écart, les 3 enfants. Donc, j'avais une idée, c'était ma grande sœur. Et donc, ils ont essayé de se lancer à vendre quelque chose. Parce que, je dois te dire que il y avait, à cette époque, des difficultés à travailler. Parce que c'est pas parce qu'il a obtenu un contrat de travail dans les mines bien sûr qu'il a trouvé qu'il avait le droit de travailler. Il n'avait pas le droit de travailler tant qu'il y avait dans une corporation du chômage. Comment ça s'est passé pour le carrelage, je n'en sais rien. Peut-être qu'il n'était même pas salarié, peut-être qu'il était payé d'une certaine façon. Je ne sais pas. Donc je te disais qu'ils essayaient de faire quelque chose. Il fallait bien manger, puisqu'ils n'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas de papier de travail. Et donc il a essayé de vendre un peu de cirage, un peu de lacet, tu sais, bon. Et ma mère lui a suggéré, écoute, essayons d'évoluer un petit peu. Bon, je ne sais pas ce qu'il devait avoir comme argent, il ne devait pas avoir beaucoup d'argent. Mais il faut dire qu'en France, il n'y a pas qu'en France, dans d'autres pays aussi, donc ils n'avaient pas le droit de travailler, mais ils avaient le droit de faire du commerce. C'est-à-dire, ça ne prenait... Tu parles de qui quand ils avaient... Comment? Tu parlais de qui? Tu parles des étrangers? Oui, donc je parle en particulier de mes parents. Mais en France, ils avaient le droit donc, de faire du commerce. C'était pas des industriels, mais ils avaient le droit de... Tu veux dire, excuse-moi, tu veux dire que les gens qui arrivaient en France, soit ils trouvaient un travail parce que c'était des corporations où on embauchait. Il n'y avait pas de chômage. Alors ça, c'était le seul moyen, c'était un des moyens de travailler, et l'autre moyen de travailler, c'était de faire du commerce, on avait le droit. Oui, on avait le droit. Alors c'était marchand forain, colporteur. Bien sûr, ça on avait, d'accord, ok. Hein, donc ils ont commencé comme ça. Et ils ont ajouté petit à petit des petites choses qui vendaient du porte-à-porte. Et après, ils ont terminé par essayer de faire marchand forain. Tu vois. Alors, mon père et ma mère me disaient, ils habitaient le Bourget. Donc le Bourget, du Bourget-Paris, parce que pour aller acheter ce qu'ils avaient besoin, il fallait aller à Paris. Bon, alors Paris, il fallait prendre quoi? Soit tu prenais... entre autres du Bourget, tu pouvais prendre le train pour aller à Paris, tu vois, à la gare du Nord ou gare de l'Est, soit tu prenais un tramway. Mais pour prendre un tramway, il fallait donc prendre des tickets, dépenser de l'argent. Alors ils y allaient à pied. Et quand ils revenaient, quand ils avaient déjà évolué, ils revenaient avec des paquets, ils rentraient toujours à pied. À pied, tu sais, c'est quand même une dizaine de 10 ou 12 kilomètres, venez à pied pour ne pas dépenser cet argent, de façon à avoir une paire de chaussettes de plus, ou 2 paires de chaussettes de plus, ou une chemise, et ainsi de suite. Et ils ont commencé donc à faire marchand forain. Et par la suite, il fallait donc pour faire les marchés, par contre, il fallait une patente. Bon, les choses n'étaient pas faciles, mais bon, personne ne leur cherchait des histoires. Et donc, ils ont essayé
de faire les marchés. Oui, de se débrouiller, de faire un petit peu. Marchand ambulant, marchand forain. Et je dois te dire aussi que quand ils ont voulu se mettre en règle avec leurs papiers, parce qu'ils étaient étrangers évidemment, mon père polonais, je pense qu'il ne payait pas d'impôts évidemment. Ma mère hongroise, mais elle avait pris la nationalité de mon père, parce que c'était elle était polonaise finalement, parce qu'elle s'était mariée. Mais ils avaient 3 enfants qui étaient bâtards. Puisqu'ils étaient mariés religieusement, mais pas civilement, comme on se marie. Mais excuse-moi, tu m'as dit que là-bas, les gens se mariaient que d'une façon religieuse. Oui, absolument. Et ceux qui n'étaient pas religieux, parce qu'il y avait des gens qui ne devaient pas être religieux, ils se mariaient. Ils avaient certainement. À la mairie, il peut y avoir. Peut-être pas du tout. Peut-être que ça se passait aussi à l'église. Je n'en sais rien. Je ne connais pas les mœurs. Et excuse-moi, mais chez les Juifs, il y avait quand même des gens qui étaient pas religieux. Il y en avait qui avaient dû rejeter la religion, et quand ils se mariaient, est-ce qu'ils se mariaient quand même à la synagogue? Je pense. Ou il y avait d'autres, ou il y avait peut-être d'autres raisons. Je pense que les Juifs se mariaient à la synagogue, et peut-être que les non-Juifs se mariaient à l'église, j'en sais rien, ou peut-être officiellement à la mairie. Je ne sais pas. Voilà, je ne connais pas les us et coutumes de ces pays. Mais ici, pour mes parents, donc nous étions Vous n'étiez pas mariés. Eux, ils n'étaient pas mariés. Eux, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas reconnus. Et nous étions des enfants non reconnus. Donc ils se sont mariés à la mairie de Drancy, et je ne me souviens pas de l'année, mais nous avons le livret de mariage, je vous donnerai la date exacte parce que nous avons un livret de mariage, où nous sommes 3 enfants reconnus. Donc ce qui explique certainement qu'il y a des gens qui devaient partir de Pologne ou d'ailleurs et qui se remariaient ici avec d'autres personnes. Et puis, tout à fait. Donc ils pouvaient être mariés. Mais tout à fait. Et avoir des doubles... Mais ça s'est passé beaucoup plus que tu ne le pensais. J'imagine. Beaucoup plus que tu ne pensais, parce que... des gens d'ailleurs qui ne voyaient jamais leur ancienne famille. Et puis qui... oui, mais on raconte des histoires comme ça. On raconte que quand une femme elle allait voir son rabbi, elle leur disait « Quand est-ce que mon mari va revenir ?» Et le rabbi soit la rassurait, sans y penser, mais pensait que peut-être il ne reviendra jamais. Mais il y a d'innombrables maris qui sont partis comme ça. En plus, ils n'étaient pas mariés quand ils arrivaient dans des pays. Oui, donc ils avaient une deuxième famille. Voilà. Alors là, je te dis, nous sommes 3 bâtards, nous avons été reconnus au mariage de mes parents. Mon père a reconnu ses 3 enfants, mon père a reconnu les 3 enfants qu'il avait eus avant son mariage. Bon, ils ont commencé donc à faire un petit peu les marchés, et par économie, puisque je te dis, ils économisaient même le petit ticket de métro et le petit ticket de tramway, pour avoir, je ne sais pas si c'est une paire de chaussettes de plus ou une petite culotte. Mais qu'est-ce qu'ils vendaient? Ils vendaient, tu sais, à cette époque, on vendait quoi? Il n'existait pas, par exemple, la confection que toi tu as connue, qui était un grand spécialiste, que tu as connu, n'existait pas. Moi tout seul, j'ai pu la couler. Ça n'existait pas. C'est-à-dire, voilà, en France, particulièrement, il y avait... Les gens ne s'habillaient pas. Par exemple, un costume, on allait chez un tailleur. Tu ne trouvais pas un costume dans un magasin. C'est pas possible. Et les gens, en ville, s'habillaient, ils étaient en bleu de travail, en chemise, et le dimanche, des fois, ils mettaient un costume, mais le dimanche, c'était le costume du dimanche, pour ceux qui avaient, parce que
la vie et la misère étaient assez grandes, tu sais, c'était un peu pauvre, même jusque 1940. C'était pauvre, les gens, c'était pas comme vous pouvez imaginer, la vie que vous connaissez. Où Ah, il va y avoir des gens qui avaient de l'argent quand même. il y avait des gens qui avaient de l'argent, mais il y avait plus de gens qui n'en avaient pas que les gens. Si tu veux, quand par exemple, pour la nourriture, les gens mangeaient de la viande une fois par semaine. Vous ne croyez pas qu'ils mangeaient. Et alors, c'était quoi la nourriture? C'était de la soupe, c'était... Bon, mais les gens mangeaient, n'étaient pas... Ils ne mouraient pas de faim. Ils ne mouraient pas de faim. Un ouvrier touchait son solde chaque semaine, il touchait son travail, on donnait à sa femme, et ils arrivaient à équilibrer comme ça. Bon, dans certains milieux, c'est sûr que tu avais des milieux riches, tu avais des milieux bourgeois. Enfin, ce n'était pas le cas de nos parents. Mais petit à petit, ils sont, je te dis, donc ils ont, en épargnant beaucoup. Donc c'est ta mère qui avait plus le sens des affaires. Oui, elle le poussait parce que mon père n'osait pas. Et il fallait aller de l'avant. Et je me souviens d'ailleurs que nous avons enfin changé d'appartement. Nous avons trouvé au Bourget toujours, dans le fond d'une cour, il y avait, je crois, 2 pièces, un rez-de-chaussée. Et là, mes parents étaient déjà, faisaient partie un peu d'une communauté, ils se rassemblaient chez les gens. Et d'ailleurs, un souvenir que nous évoquons, Olga et moi, c'est que nous étions 3 enfants. Et donc, les parents sont allés, ils étaient invités. C'était un soir d'hiver. Et comme tous les enfants, il nous semblait entendre du bruit. Il nous semblait entendre du bruit et on a pris peur. On a pris peur. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Alors, on a ouvert, comme c'était un rez-de-chaussée, dans le fond du cours, on a ouvert, c'est un souvenir que j'ai encore, et je répète, qu'on évoque avec Olga, puisque malheureusement, avec mon autre sœur, je ne peux pas l'évoquer. Donc, on a pris peur. On a donc ouvert la fenêtre et on a pris ce qu'on appelait l'édredon. Parce qu'on dormait et des édredons, on était très épais, tu sais, surtout du côté de ma mère, dans ces pays-là, on avait des édredons, des oreillers très à la plume du doigt. Et je me souviens, ces édredons étaient... Et on a ouvert la fenêtre en hiver. On a acheté l'édredon par la fenêtre. Et tous les 3, on s'est couché sur cet édredon, même dans le sol, quoi, dans cette cour. Et quand mes parents sont rentrés de leur invitation, ils ont vu quelque chose de blanc dans la cour. C'est parce que c'était. Ils sont approchés et ils ont vu leurs 3 enfants qui étaient là. Donc, tout est rentré dans l'ordre, évidemment. Ils nous ont ramenés, mais ces bruits, c'était pas des bruits, c'était comme, tu sais, comme oui, le bois travaille, et puis on se monte la tête. Il suffit qu'il y en a un, il dit j'entends, puis voilà, on a pris peur. Voilà, donc ça c'est une partie où mes parents commençaient à émerger un tout petit peu. Donc ça c'était... Ça, je vais dire que c'était en 1900, à mon avis, ça devait être en 1928 ou 21. Donc tes parents, là, ça y est, tes parents parlaient le français. Mais ils n'ont jamais parlé un français, ils parlaient le français. Mais je ne peux pas dire qu'ils parlaient un français châtié. Tu vois, ils n'ont pas été à l'école. Oui, ils ne parlaient pas couramment. Ils ne parlaient pas couramment. Ta mère, elle parlait couramment. Elle parlait couramment avec un accent. Ah, avec un accent. Ils ne sont pas allés à l'école.
ils ont appris Mais sur le tas. l'accent, c'est l'accent, hein, je crois qu'on Non, mais je trouve, enfin, à moins que j'étais habitué, je trouvais qu'ils n'avaient pas tellement l'accent. Ouais. Toi, toi, ma mère, Elle a un petit accent, mais bon, un petit accent, mais c'était pas. tu n'as pas eu la chance de connaître mon père. Ah ben non. Ben non, il est mort en 50. Il est mort en 52. Et donc, Patrice, là, il l'a pas connu, pour ainsi dire, puisque Patrice est né en 1951. Mon père est mort en 52. Il avait quoi? Il avait 52 ans. Oui, alors ça c'est. 52. Ouais. Donc alors à cette époque, ton père il avait quel âge là quand ta mère est arrivée, quel âge il avait ton père? Eh bien, À peu près. il est né, ben, il avait quoi, 25-26 ans? 25-26 ans. Et ta mère, elle était. Ma mère qui en a pas de. Ouais.